Monsieur le président de l'ADEME, cher Arnaud, monsieur le directeur des marchés et de la sécurité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs et chers adhérents que je sais nombreux dans cette assemblée, bienvenue à ce 20e colloque du syndicat des énergies renouvelables qui est, comme l'a dit Philippe Rocher, l'occasion de jeter un regard en arrière sur toutes les évolutions que nous avons connues, mais surtout de se projeter vers l'avenir. Alors pour conduire ce 20e événement qui se déroule sur 2 jours, nous avons consolidé notre équipe d'animation. Donc Patricia Laurent et David Hacher viendront en soutien du fidèle Philippe Rocher. Nous pensions aussi compter sur un autre fidèle, Éric Orsena. Éric est non seulement fidèle, mais il est aussi immortel, mais le fait d'être immortel ne l'empêche pas d'avoir la grippe. Et donc il ne sera pas là avec nous durant ces 2 jours. Il nous apportera néanmoins encore dans le futur sa vision humaniste et éclairée pour de nombreuses années encore. Le bilan de ces 20 ans fait émerger un constat. Malgré les progrès spectaculaires des énergies renouvelables depuis le début du millénaire, en France et dans le monde, l'humanité est plus que jamais confrontée à l'urgence climatique et à un véritable enjeu de civilisation. Valérie Masson-Delmotte nous dressera un état des lieux dans quelques minutes. Ce que moi je retiens des tendances actuelles, c'est que le récent rapport du GIEC nous rappelle que pour limiter le changement climatique à 1,5 degré, un des objectifs de l'accord de Paris, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 45% à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 11 ans, ou de 30% si on veut le limiter à 2 degrés. Pour donner la mesure de l'enjeu, afin d'atteindre cet objectif de 1,5 degré maximum, il faudrait laisser intactes dans notre sous-sol 90% des réserves d'énergie fossile existantes. Ces objectifs, 1,5 ou 2 degrés, qui sont déjà des changements très profonds, ils sont techniquement et économiquement atteignables. Malheureusement, politiquement impensables aujourd'hui. Je ne vais pas vous rappeler qu'un certain nombre de grands pays sont aujourd'hui gouvernés par des climato-sceptiques et donc amorcer ce virage nous paraît tout à fait impossible. Ce sont pourtant les objectifs que préconisait l'accord de Paris. Au sein de cet accord, les engagements nationaux qui ont été pris, s'ils étaient respectés, nous conduiraient à un réchauffement de 3 à 3,5 degrés centigrades. Mais le plus alarmant, c'est que ces engagements ne sont pas aujourd'hui respectés et que la tendance actuelle nous mène vers un réchauffement de l'ordre de 5 degrés à la fin de ce siècle. Et chaque demi-degré supplémentaire aura un impact dramatique. Pour illustrer ces impacts, Dominique Burgeon nous parlera du rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dont la conclusion est malheureusement limpide. Le réchauffement climatique aggrave et aggravera encore la faim dans le monde, alors qu'elle était en retrait régulier ces dernières années. Et ce phénomène frappe évidemment en priorité les pays en développement et particulièrement l'Afrique, dont nous parlerons abondamment aujourd'hui. Et derrière la faim émerge la question des réfugiés climatiques, dont nous refusons souvent l'entrée sur notre territoire européen. Les impacts du changement climatique se font aussi sentir dans les pays développés. Sécheresse, inondations, incendies ont émaillé toute l'année 2018. Pour illustrer ces impacts, je voudrais rappeler que la navigation sur le Rhin a été restreinte en fin d'année dernière du fait de la sécheresse et du faible niveau du Rhin, occasionnant de sévères pertes financières, plusieurs centaines de millions d'euros, à l'industrie chimique allemande.
les effets du changement climatique ne se limitent plus à des vendanges précoces. Il s'agit donc, comme le reflète le thème de notre colloque, d'un enjeu de civilisation, car le modèle que nous avons à choisir aura un impact direct sur l'ensemble des activités humaines. Dans ce contexte, les énergies renouvelables sont un facteur de résilience tout à fait essentiel et elles doivent devenir l'élément central de notre système énergétique et d'une stratégie de développement durable planétaire, comme le suggèrent les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Elles sont un facteur de résilience parce qu'elles sont à ce jour le principal élément de la réduction des énergies fossiles. Elles le sont aussi car elles permettent d'apporter les services de l'énergie dans les zones rurales des pays en développement qui seront et qui sont déjà les plus éprouvées par le changement climatique et notamment avec le stress hydrique. Pour mieux comprendre comment accélérer le développement déjà bien réel des énergies renouvelables, nous donnerons ce matin la parole à ceux qui agissent. Les territoires, dont les villes, mais les villes ne feront pas de grands progrès sans le concours des territoires ruraux. Nous donnerons également la parole aux entreprises, qu'elles soient consommatrices ou productrices d'énergie, mais aussi nous donnerons la parole aux financeurs de la transition énergétique. Les énergies renouvelables sont aussi une clé de développement. Nous le verrons cet après-midi au travers de nombreux témoignages de plusieurs pays ou d'initiatives régionales, internationales, qui placent les énergies renouvelables au cœur de leur stratégie. Nous accorderons une attention particulière à l'accès à l'énergie en Afrique, où 6 à 700 millions de personnes n'ont pas encore accès aux formes modernes d'énergie, ce qui les rend très vulnérables aux conséquences du bouleversement climatique. Irrigation manuelle, voire pas d'irrigation du tout, mauvaises conditions de conservation des aliments, peu d'accès à l'éducation et aux soins de santé, et peu de possibilités de développer des activités économiques productives. Sur ce sujet de l'accès à l'énergie, je tiens à souligner le travail mené de concert par l'ADEME et le syndicat des énergies renouvelables pour structurer la filière française, identifier les principaux obstacles réglementaires et financiers et promouvoir l'innovation dans les solutions d'accès à l'énergie à partir d'énergies renouvelables, dans la continuité de l'appel à projets lancé par l'ADEME en 2017. La convergence des solutions de digitalisation, de la baisse des coûts des énergies renouvelables, de la baisse des coûts du stockage, ouvre une nouvelle ère pour des modèles qui tendent vers la pertinence économique, même en l'absence de subventions. Nous découvrirons cet après-midi le foisonnement d'initiatives et la capacité d'innovation de ce continent, l'Africain, dont nous sommes si proches historiquement et géographiquement. Pour cette 20e édition, nous avons donc choisi, comme l'a souligné Philippe Rocher tout à l'heure, de prendre le temps. Après une première journée consacrée donc aux aspects internationaux, une deuxième journée sera consacrée à l'Europe, la France et à ses territoires. 2018 a été pour l'Europe de l'énergie une année très riche. Je vous en cite quelques étapes. L'adoption du paquet dit hivernal, avec notamment l'adoption de la directive sur les énergies renouvelables, donc qui fixe un nouvel objectif de 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. La refonte des règles qui régissent les marchés de l'électricité afin de les adapter à l'évolution du mix qui est aujourd'hui constitué de beaucoup d'énergies variables. Le renforcement de la gouvernance avec l'obligation pour chaque État membre de présenter un plan d'action énergie-climat afin que l'Union européenne se dote d'une véritable feuille de route et de mesures d'accompagnement pour accélérer la transition énergétique de façon cohérente entre États membres. Les échanges que nous aurons avec les ministres portugais et luxembourgeois de l'énergie seront une très belle occasion de revenir sur cette construction de la politique européenne de l'énergie. D'un côté, un pays, le Portugal,
qui a fait évoluer son mix énergétique de manière fondamentale, doit nous inspirer. Nous sommes d'ailleurs très heureux de lui remettre ce soir le trophée annuel des énergies renouvelables. Ce sera la première année où nous remettons ce trophée à un État et non à une personne. De l'autre côté, mon ami Claude Turmes, il n'est pas encore arrivé, mais il sera là cet après-midi et demain matin avec nous. Mon ami Claude Turmes, qui a tant œuvré pendant de nombreuses années en tant que député au Parlement européen et a été rapporteur de nombreux textes, et notamment dans le cadre du fameux paquet énergie propre de 2007, et qui est maintenant ministre de l'énergie du Luxembourg. À quelques semaines des élections européennes, il est bon de rappeler à quel point l'Europe doit apporter une valeur ajoutée, car aucune transition énergétique ne réussira si elle reste cantonnée à l'échelon national, tant il y a des interdépendances entre les pays membres de l'Union européenne. J'ajoute volontiers que l'Union européenne doit reprendre la conduite de la lutte contre le changement climatique, de cette lutte planétaire. Les nombreuses marches pour le climat dans toute l'Europe et le succès de la pétition pour l'affaire du siècle en France sont là pour nous rappeler qu'il y a une volonté populaire profonde pour que les États membres mettent en œuvre des politiques de transition énergétique bien plus ambitieuses et volontaristes que celles que nous connaissons. Quand nous avions décidé, il y a quelques mois, de traiter des énergies renouvelables comme d'un enjeu de civilisation, nous ne pensions pas que l'actualité en France nous donnerait à ce point raison. Le grand débat qui vient de s'ouvrir montre que les transitions écologiques et énergétiques génèrent de vraies questions de société. Nous verrons lors des tables rondes demain que la transition énergétique questionne le positionnement des acteurs historiques, mais est également source de nouveaux modèles économiques, de nouveaux métiers, de nouvelles technologies. Nous avons pour devoir de rendre cette transition acceptable et même désirable pour tous les citoyens. Le grand débat aborde aussi la transition par le biais de la fiscalité. Il est tout à fait légitime que le maintien du pouvoir d'achat, ou même son amélioration, occupe une place de premier rang dans la discussion et que la fiscalité écologique soit questionnée. Pour qu'elle soit acceptable, la fiscalité doit être transparente et surtout faire sens pour tous les citoyens. Nous devons pouvoir expliquer pourquoi le maintien d'une trajectoire claire pour la taxe carbone, donc pour un prix du carbone, pourquoi c'est si fondamental. Comme nous l'apercevons, comme nous l'observons dès à présent, l'absence de visibilité sur l'évolution de la taxe carbone et donc sur le prix des énergies fossiles handicape déjà nombre de projets de production de chaleur renouvelable, qu'il s'agisse de chaufferie bois ou de géothermie. Les acteurs économiques, particuliers, entreprises, collectivités, ne changeront pas en profondeur leur comportement s'il n'y a pas un coût affecté à la dégradation de l'environnement et un coût de moyen et de long terme. Mais l'État a aussi besoin d'être clair sur l'affectation du produit de cette taxe, notamment son affectation vers les territoires qui sont les premiers acteurs de la transition et vers les ménages les plus dépendants des énergies fossiles pour les aider dans leur conversion aux énergies renouvelables. Je forme donc le vœu que le grand débat soit l'occasion de mieux expliquer à quoi sert la taxe carbone afin de poursuivre dès 2020 une trajectoire de progression sur la base d'un constat partagé. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, qui reste un exercice assez unique en Europe par la visibilité sur 10 ans qu'elle doit apporter aux acteurs des différentes filières. J'y reviendrai en détail demain en présence du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. D'abord, je constate que le gouvernement
a beaucoup mieux compris que par le passé l'enjeu que représente le développement de la chaleur renouvelable. Rappelons que la consommation de chaleur dans notre bilan énergétique, c'est la moitié de cette consommation. Et c'est d'ailleurs une question qui est au cœur du grand débat. Comment se loger? Comment se chauffer? L'autre constat est que le projet de PPE montre que la France va pouvoir profiter des efforts qu'elle a accomplis dans le passé au cours des 20 dernières années. Le soutien public qui a été apporté aux énergies renouvelables, et en particulier à l'éolien et au photovoltaïque, ce soutien s'avère être un investissement extrêmement stratégique. Notre pays peut désormais se reposer sur des filières énergies renouvelables très compétitives, ce que reflète le document qui nous est proposé. La stratégie de développement des renouvelables électriques reposera donc sur le photovoltaïque et l'éolien terrestre principalement, et sur une base hydroélectrique qu'il faut à tout prix préserver et même améliorer. Mais la PPE ne doit pas pour autant laisser de côté les filières en émergence. À cet égard, le syndicat déplore les faibles perspectives qui sont données au gaz renouvelable, avec des objectifs en volume, des objectifs énergétiques qui sont en baisse par rapport à la précédente PPE, et une trajectoire de réduction des coûts trop ambitieuse, qui ne tient compte ni des réalités du marché, ni de toutes les externalités positives de cette filière si précieuse pour le monde agricole. Le syndicat formulera, avec les autres acteurs de la filière, une contre-proposition afin que la méthanisation se développe réellement en parcourant une courbe de réduction des coûts beaucoup plus réaliste. Il en est de même pour les objectifs proposés pour l'éolien en mer, posé et flottant. Ils ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux industriels, économiques et énergétiques de la filière. Avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois non délocalisables à la clé, des coûts de production de plus en plus compétitifs, et les futurs résultats de l'appel d'offres de Dunkerque nous le démontreront, l'éolien en mer mérite, selon nous, des volumes plus élevés et également une plus grande régularité dans le lancement des appels d'offres. De la même manière, le syndicat ne peut se montrer satisfait des perspectives offertes à la cogénération électrique chaleur à partir du bois, ni à la production d'électricité par la géothermie, et moins encore à l'hydrolien. Et je reviendrai donc sur ces perspectives demain en présence de François de Rugy. En conclusion, je voudrais souligner que les énergies renouvelables sont devenues en France, en Europe et partout dans le monde un élément incontournable de l'évolution de nos modèles de développement. Elles contribuent déjà de manière importante à l'effort de décarbonation et sont pleinement des énergies d'aujourd'hui. Elles représentent aussi une source d'inspiration pour le futur. C'est pourquoi nous avons voulu, cette année, conclure le colloque par une séquence intitulée « Et demain ?» point d'interrogation. Et je me réjouis de découvrir avec vous les nouvelles visions que nous réservent les énergies renouvelables et leur gigantesque potentiel d'innovation dans les prochaines années. Je vous remercie de votre attention.